Bonjour à tous, vous écoutez la 60e vidéo rivarolienne, celle de juin 2024, le mois de juin, rappelons à nous, le mois du Sacré-Cœur pour les chrétiens et pour certains les Gay Pride. Ici Florian Rouanet et je suis en présence de deux messieurs pour aujourd'hui, comme au mois de février. Monsieur Jérôme Bourbon, bonjour à vous tout d'abord. Bonsoir Florian, bonsoir à tous. Pour commencer par le directeur de publication et monsieur Vincent Renoir, bonjour à vous également. Bonjour Florian et bonjour à tous. Nous allons parler de divers sujets, mais essentiellement, et pour commencer, des élections européennes et de ce qui a suivi. Donc si vous pouvez peut-être, monsieur Jérôme Bourbon, lancer la danse. Oui, eh bien, depuis la dernière vidéo que nous avions faite, il s'est passé beaucoup de choses. Nous n'aurons pas le temps d'aborder tous les sujets en détail, mais il est vrai qu'il y a eu ces élections européennes et, à la surprise de tous, ou d'à peu près tous, cette dissolution du président décidé par le président de la République le soir même du scrutin. De l'Assemblée nationale pour relancer des législatives, voilà, etc. Voilà. Alors un mot déjà sur les élections européennes. Cette fois-ci, comme c'est le cas quand même dans un certain nombre de cas, les sondages pour l'essentiel ne se sont pas trompés, puisque si on reprend les dernières intentions de vote des différents instituts, c'est quand même très proche des résultats, tant pour le Rassemblement national, qui avec 31,37% des suffrages exprimés obtient le meilleur score de son histoire, non pas en nombre de voix, non pas en nombre d'inscrits, puisqu'il y a une abstention de 48,50%, mais 31-37% des voix, c'est plus que ce qu'il avait fait au régional de 2015, où il avait fait 28%. Il est en tête dans toutes les régions de France, dans quasiment tous les départements, à l'exception de Paris, de la petite couronne parisienne. Et puis, ce qui est amusant, c'est que même au Redour-sur-Glane, il a fait 36% des suffrages, hein, si j'ose dire. Hein, c'est un clin d'œil de l'histoire, si j'ose dire. Voilà. Bon, mais donc il y a beaucoup de leçons à tirer de tout cela, etc. On va voir ce qui va se passer maintenant avec la campagne des législatives. La Macronie, sans surprise, a fait un score très faible, puisque sa candidate Valérie Ayer, qui manque encore plus de charisme que Nathalie Loiseau il y a 5 ans, ce qui n'était pas peu dire, la performance n'était pas évidente au départ. Ils ont réussi quand même, ectoplasmique, voilà, 14,60, talonné par le communautaire Glucksmann, hein, qui avait 13,83. Puis après, donc, vous avez la liste des Républicains, qui a obtenu 7,25% des voix, Bellamy, hein, 6 élus. Moi j'ai connu dans toute mon enfance et ma jeunesse, le RPR et l'UDF, quand ils se mettaient en campagne, c'était un rouleau compresseur, c'était impressionnant. Et maintenant, quand on voit à quel niveau ils sont, c'est quand même impressionnant. Hein, voilà. Donc 6 élus, encore moins que la dernière fois où il a fait 8%. Et puis après, vous avez, ils ont sauvé de justesse leur tête, si j'ose dire, les Verts, de Marine Tondelier, 5,5% des voix et 5 élus. Et puis donc, Marion Maréchal de Reconquête, 5,47. Enfin, elle est plus Reconquête, puisqu'elle a trahi Zemmour, en rejoignant en quelque sorte le regroupement familial avec sa tante. Hein. Le clan Le Pen est quand même... comment dirais-je, n'est pas avare de trahison, quoi, finalement, puisque Marine Le Pen avait trahi son père et Marion Maréchal trahit Zemmour. Bon, alors vous me direz, lui-même, en prenant des gens comme Guillaume Pelletier, Nicolas Bay, qui sont des professionnels de la trahison, bon, finalement, quelque part, ça n'est pas surprenant, hein, mais c'est assez impressionnant de voir que moins de 48 heures après les résultats des élections, elle trahit en quelque sorte, hein, parce que l'argument qu'elle donne, objectivement, qui est de dire que en présentant des candidats Reconquête partout en France serait de nature à diviser les voix nationales et à empêcher l'élection de députés RN ou alliés au RN, c'est ridicule, parce que quand on prend les résultats obtenus par le Rassemblement national et les résultats de Reconquête, dans aucune circonscription de France, ou quasiment aucune, des candidatures Reconquête, qui font de toute façon des scores très modiques, très modestes, n'auraient pu empêcher le RN d'être au deuxième tour. Donc la vérité, c'est que je pense que la campagne s'est très très mal passée avec Zemmour, et elle a profité de cela pour repartir au bercail. D'ailleurs, je pense que c'est une opération qui est préméditée. Enfin, en tout cas, quand on voit ce qui se passe là, ce qui se passe chez les Républicains, ça ne donne pas une image très ragoûtante de la vie politique. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire, de trahison en tout genre, puisque elle a négocié le fait qu'un certain nombre de ses proches, Marion Maréchal, puisse être soutenu par le RN aux élections législatives. Voilà, donc bon, tout ça c'est du débauchage individuel. Ça n'est pas spécialement un spectacle qui est de nature, à mon avis, à réconcilier les gens avec la politique. Puis ce qui se passe chez les Républicains,
par certains côtés, c'est encore pire, puisque même on est quasiment maintenant, pour des questions de statut, c'était un peu ce qui se passe, ça me fait penser un peu à ce qui s'est passé avec le FN et le MNR, enfin, au moment de la crise, la scission, en 98, où on se querellait pour des histoires de serrures, de clés, etc., d'aller au siège national, à qui appartient le logo, à qui appartient la flamme, et là maintenant, c'est même devant la justice que tout ça va être tranché, en référé, etc. Ce qui fait que d'ailleurs, on ne sait même pas au niveau des logos pour les bulletins de vote, les professions de foi, qui aura le logo LR, puisque les élections c'est très rapide, puisque Macron fait en sorte que ce soit extrêmement rapide. Et donc, on va voir ce que tout cela va donner. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à dire. On va développer tout ça dans cette vidéo, dans cette émission. Oui, parce que Bardella a fait le double presque du deuxième parti qui est arrivé. Et l'air un peu implose. Xavier Bellamy lui souhaite rejoindre plutôt. Tandis qu'il y a aussi Éric Ciotti qui nous a fait son cinéma. Alors Éric Ciotti, dont on sait que c'est un opportuniste pur, puisque on a appris que la presse révélait qu'il avait cherché à être ministre de l'Intérieur de Macron et que finalement il n'avait pas pu l'obtenir. Donc il se tourne vers le RN maintenant. Il faut dire qu'à Nice, le RN ayant fait des scores très importants aux européennes, il était à peu près certain d'être battu s'il y avait un candidat RN face à lui. Donc je pense que ça explique en grande partie l'attitude qu'il a prise, en cachette d'ailleurs, s'il n'avait rien dit aux différents responsables et dirigeants des Républicains. Et il a fait ça parce que c'était la seule solution pour lui de réussir son coup. Et donc il a fait ça, mais je dois dire qu'il est quand même très isolé, sans doute pas à la base, sans doute pas à la base chez les sympathisants, mais il est isolé au niveau des dirigeants, des cadres, puisque à l'heure où l'on parle, il n'y a qu'un seul député sur 61 en dehors de lui, donc ça fait 2 sur 61 qui acceptent cette alliance avec le RN. Alors peut-être que ça va évoluer dans les heures et dans les jours qui viennent, mais enfin, en tout cas pour l'instant, il est assez isolé dans cette affaire. On verra bien ce que cela donne. La gauche, qui pourtant était très divisée, qui s'est envoyé des noms d'oiseaux, notamment relativement à la question du Proche-Orient ou sur d'autres questions, est en train, au moment où l'on parle, de construire un nouveau front populaire. Et on voit encore une fois que, au nom de l'antifascisme et par souci de réussite électorale, elle est capable, elle, de s'unir. Même quand il y a des divisions programmatiques considérables entre ces différentes composantes, des haines personnelles, des querelles d'ego, malgré tout, elle est capable, comme souvent dans son histoire, il faut bien le reconnaître, de s'unir, ce qui est beaucoup plus difficile à droite, ou ce qui en tient lieu, quand on voit ce qui se passe à Reconquête et chez LR. Donc on va voir ce qui va se passer, pourquoi Macron a-t-il pris cette décision qui n'a pas été comprise même par beaucoup de ses troupes. Le Premier ministre était contre, le président de l'Assemblée nationale était contre, beaucoup de députés, évidemment, il envoie ses députés au casse-pipe, ils étaient autour de 250, ils risquent de revenir à une petite centaine finalement, mais ils s'en fichent complètement de ces troupes, Macron, de toute façon, c'est pas du tout... on a parlé d'ailleurs de prévision jupitérienne, et d'ailleurs on peut s'interroger de savoir pourquoi Macron a fait cela. Et dans mon éditorial daté du mercredi 12 juin, qui est disponible en PDF ou en version papier, j'essaye d'échafauder des hypothèses, et à mon avis il y en a 2 principales, soit dans un mouvement de sidération qui a surpris tout le monde après les élections, en précipitant des élections législatives anticipées en moins de 3 semaines, ce qui est encore absolument... J'ai jamais vu des élections si rapides, d'habitude c'est 4-5 semaines. Là, 3 semaines, ce qui est très 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 court pour l'impression des bulletins de vote, l'impression de vote pour faire campagne. Macron peut compter peut-être sur un réflexe antifasciste. Je rappelle qu'il a été le 10 juin, dès le lendemain du scrutin, c'était prévu de toute façon déjà avant, à Tulle et Oradour, où il a fait 2 discours distincts, où il y a des allusions quand même à l'extrême droite, sur l'indicible, donc je pense qu'il joue la mémoire. Je rappelle que depuis 2017, il a été 4 fois à Oradour-sur-Glane, et que pendant l'entre-deux tours de la campagne présidentielle de 2017, il était allé et à Oradour-sur-Glane et au mémorial de la Shoah. C'était contre Marine Le Pen, ce qu'il appelait l'extrême droite, alors qu'elle a tout renié, elle a multiplié les reniements et les reputations, mais ça fait rien, je veux dire, il y a un caractère politicien dans tout ça. Et là, ce qui est très intéressant de voir dans les campagnes, la gauche et l'extrême gauche commencent à faire un certain nombre de manifestations un peu partout en France, et donc... ça rappelle 2002 de Jean-Marie Le Pen, etc. Ça rappelle 2002, et je pense que notre ami Vincent, qui avait fait un livre là-dessus, peut nous en parler un petit peu de cela. Je ne vais pas monopoliser le micro sur cette question. Donc oui, un peu une rétrospective des élections, voire en général, voire ces 50 dernières années. Comment on pourrait présenter cela, le combat de Jean-Marie Le Pen aussi, peut-être?
Ben déjà, pour ces élections, ce que je m'aperçois, c'est que c'est vrai que le score du Front National est un score historique, mais c'est 31% des suffrages exprimés en quelque sorte. 15,70 des inscrits. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas nombreux. Oui. Avec 50% d'abstention, prenons les chiffres à la louche comme on dit, hein, ça fait 15% des inscrits. Ça veut dire qu'il y a moins d'un électeur sur 7 qui a voté Rassemblement National. Tout cela après 25 ans ou 20 ans de dédiabolisation. Donc on s'aperçoit que la stratégie de dédiabolisation n'a pas fonctionné comme on le pense. Quand on regarde les chiffres sous un certain reflet, on dit oui c'est magnifique, mais non, encore une fois, après Sarkozy, après M. Hollande et après l'échec de la Macronie, c'est pas 30% des suffrages exprimés que devrait obtenir le Rassemblement national, c'est plus de 60%. On n'y est pas, on en est très loin. Donc déjà, moi, ces élections confirment que la dédiabolisation n'a pas fonctionné tant que ça. Et maintenant, quelle est la stratégie, en effet, comme disait Jérôme Bourbon, quelle est la stratégie d'Emmanuel Macron? On peut former l'hypothèse qu'il y en a deux possibles. La première, c'est de se dire, bon, le Rassemblement national va être porté au pouvoir suite aux élections législatives, et pendant 3 ans, ça va être le bazar, ça va être le désordre à cause de la gauche et de l'extrême gauche qui ne cesseront de s'opposer par tous les moyens légaux, voire illégaux, et puis ça va donc très gêner le gouvernement. De plus, il se peut qu'il y ait une incompétence chez les gens du Rassemblement national, ça je ne sais pas, mais bon. Donc Emmanuel Macron se dit, s'ils sont élus en 3 ans, ils vont être lessivés, essorés, écrasés. Mais moi je pense aussi qu'Emmanuel Macron joue sur le réflexe républicain qui va se forger. Il faut se rappeler que les élections législatives, c'est une élection à 2 tours. Et ça, c'est capital. C'est capital puisqu'on l'a vu en 2002, après l'irruption de Jean-Marie Le Pen au 2e tour de l'élection, il y a eu un mouvement, une vague en France. Alors, à l'époque, j'ai consacré un livre pour lequel d'ailleurs Robert Faurisson m'a félicité. Il m'a dit, c'est une thèse universitaire, votre livre, que j'avais intitulé « Les raisons de l'échec électoral de Jean-Marie Le Pen et du FN, des solutions pour en sortir ». Parce que, donc il a vu les 15 jours de la haine, et donc un front populaire, ce qu'on avait appelé le front républicain, le cordon sanitaire qui s'était formé et qui avait permis d'écraser Jean-Marie Le Pen au 2e tour. Alors aujourd'hui, la situation a un peu changé, c'est que Marine Le Pen avec M. Bardella se sont normalisés au possible, mais on a vu que ça n'a pas tant marché que ça, et je pense que Emmanuel Macron escompte sur un nouveau front républicain qui va se former pour remporter et rester au pouvoir avec une majorité qui a un quart. On ne change pas une équipe qui gagne, enfin il y a la même stratégie finalement. Là. Donc effectivement, il y a 2 hypothèses, effectivement, comme l'a dit l'ami Vincent, à cette dissolution. Soit effectivement on prend un effet de sidération et en jouant sur le réflexe antifasciste républicain, d'ailleurs je crois que la majorité se présentera sur l'étiquette Ensemble pour la République, ça veut dire ce que ça veut dire, bon, dans le contexte actuel, et donc en dramatisant les enjeux, en jouant sur le registre de la peur, et pas simplement d'ailleurs sur l'antifascisme bien sûr, mais aussi en arguant du fait que ce sera un désastre économique, une instabilité totale si le Rassemblement national y arrive, que les taux d'intérêt vont monter, que les gens donc, au niveau de leur épargne vont y perdre, que la vie sera plus chère, qu'ils vont être appauvris, etc. Et ça peut fonctionner. Hein. C'est les gens qui ont un peu de bad laine. Au dernier moment, voilà. Moi j'avais connu d'ailleurs, Vincent l'avait évoqué dans son article, dans son livre en 2002, j'avais dit on prenait dans Rivarol aussi à l'époque, que j'en ai même connu dans ma famille, qui au premier tour en 2002 avait voté pour Jean-Marie Le Pen, et par peur, au 2e tour, on votait pour Jacques Chirac, vraiment. Ils ont changé carrément leur vote, alors qu'il y a Le Pen au 2e tour. Moi j'en ai connu un certain nombre. Hein. Alors les uns c'est parce qu'ils étaient influencés par l'antifascisme, les autres c'était pour des raisons essentiellement ou strictement économiques, quoi, etc. Ouais. C'est le portefeuille, et ça joue beaucoup, hein, surtout à droite, hein, c'est quand même assez classique, c'est pas simplement des droites. Bon, voilà. Donc évidemment il va y avoir ça. Donc soit
Macron peut considérer, surtout effectivement dans le cadre d'un scrutin majoritaire à 2 tours, parce que si jamais le RN fait, comme on peut le supposer au premier tour, un excellent score, ça va permettre de dramatiser les enjeux entre les 2 tours. Hein, je veux dire, et je rappelle qu'il faut quand même atteindre 50% de suffrages exprimés au 2e tour. Alors, il est évident que dans un grand nombre, à mon avis, de circonscriptions rurales, ce sera certainement possible pour le RN, mais là la question c'est de savoir s'il va obtenir une majorité absolue ou pas. Une majorité relative, c'est très plausible, une majorité absolue, ça n'est pas impossible, mais c'est quand même plus douteux. Hein, voilà. Alors, donc première hypothèse, Macron s'en sort, alors évidemment, ce sera sans doute pas les macronistes qui seront en tête hein, dans ce cas-là, mais enfin il peut espérer si le RN n'a qu'une majorité relative ou qu'il n'y a pas de majorité du tout, essayer de bricoler quelque chose, etc. Bon, ça c'est la première hypothèse. Ou alors, il peut jouer aussi avec cynisme le fait que Bardella devienne Premier ministre et effectivement penser qu'en 3 ans il pourrait être restauré. Je rappelle que tous les premiers ministres de cohabitation sont sortis et seraient l'expérience. C'était le cas de Chirac de 86 à 88. Mitterrand l'a fait tourner en bourrique pendant 2 ans et il a réussi à l'éliminer à la présidentielle qui a suivi. C'était le cas pour Balladur dans également une cohabitation qui a duré 2 ans, de 1993 à 1995. Et c'était le cas une 3e fois, cette fois-ci pour le socialiste Lionel Jospin, Premier ministre de Jacques Chirac de 1997 à 2002 et qui n'a même pas atteint, pas plus que Balladur, n'a pas pu accéder au 2e tour en 2002, c'est ce qui fait qu'on a eu le duel Le Pen-Chirac, et Le Pen a pu être élu triomphalement à 82% des suffrages exprimés, Chirac 82% des suffrages exprimés, 62% des inscrits. Et donc, effectivement, en 3 ans, il peut le laisser, surtout que je rappelle quand même que la Constitution de la 5e République donne au président de la République beaucoup de pouvoir, y compris en période de cohabitation. C'est le premier magistrat de France, c'est le chef des armées, c'est celui qui représente la France à l'étranger, c'est le seul qui peut appuyer sur le bouton nucléaire, et il peut refuser de signer des ordonnances. Mitterrand l'a fait le gouvernement Chirac en 88. Il peut dissoudre l'Assemblée, alors il ne pourrait pas le faire avant juin 2025, enfin il peut le faire à partir de juin 2025 quand il le veut, s'il l'estime utile. Et par ailleurs, il peut utiliser aussi de l'arme médiatique, de faire des conférences de presse, de glisser toute une série de pots de bananes sous les pieds de son Premier ministre. J'ajoute que Jordan Bardella est incontestablement un bon communicant et qu'il donne l'impression d'être le gendre idéal, mais ça n'est pas la même chose que de gouverner un pays comme la France. Hein, et que de surcroît, le Rassemblement national devra faire face à l'hostilité feutrée ou ouverte de la présidence de la République, du Sénat, de l'administration. Voilà, s'il veut passer des projets de loi, il y aura le problème du Conseil d'État en amont, du Conseil constitutionnel en aval. Hein, je rappelle que le Conseil constitutionnel n'hésite pas à retoquer tout ou partie de textes qu'il considère comme contraires à la Constitution. Et j'imagine mal le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, ne pas utiliser de ce pouvoir hein, qui est sans recours. Voilà. Puisqu'il n'y a pas de recours aux décisions du Conseil constitutionnel. Et puis, effectivement, il y a aussi la rue. Hein, et on sait que la gauche, l'extrême gauche, une grande partie de la gauche politique, syndicale, associative, culturelle, sportive, n'acceptera jamais, même si elle est parfaitement légale, une arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Donc elle jouera la rue. La rue, donc le blocage d'écoles, d'universités, des manifestations de rue de nature quasiment insurrectionnelle, le monde culturel qui va être vent debout, alors même que les élections n'ont pas encore eu lieu, il y a déjà des manifestations dans les rues, j'ai vu que même des loges maçonniques, là j'ai vu un communiqué là, qui est paru, sont vent debout contre l'extrême droite, le retour de la haine, et vous voyez que quand bien même Marine Le Pen et Jordan Bardella ont un discours de plus en plus lisse, un programme de plus en plus lisse, ils ont voté la constitution du droit à l'avortement, ce qui est une abomination, en mars dernier. Oui, il y a des loges maçonniques aussi un peu de leur côté. Tout à fait. Sur les questions sociétales, ils ont tout renié, ils ont renoncé à la politique de remigration, au point que d'ailleurs ils ont cessé l'alliance avec la FD allemande qui elle était au moins partie favorable à une remigration, ce qui prouve bien que d'ailleurs s'ils arrivent au pouvoir ils feraient rien sur l'immigration. Là j'ai vu que sur la réforme de la retraite il a déjà dit que c'était pas une priorité, c'est-à-dire qu'ils la feront pas, ils voulaient abroger la réforme de la retraite, bon, ils ont déjà renoncé à ça, et à mon avis ils n'ont pas fini de recommencer, de continuer à mon avis à des renoncements, voilà, dans tous les domaines, sur le volet familial, sur la question de la baisse de la pression fiscale, enfin on pourrait prendre sur la sortie de l'Union Européenne et de l'euro.
Enfin, ils ont tout renié surtout. Il n'y a pas grand-chose qui les différencie. Non, il n'y a pas grand-chose qui les différencie finalement. Si c'était une histoire, une étiquette, voilà. Et le fait qu'ils n'ont jamais été au pouvoir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de Français qui en ont assez, qui sont en colère effectivement parce que la vie est de plus en plus difficile, les conditions de vie sont de plus en plus difficiles, la hausse du coût de la vie, des denrées alimentaires, des matières premières, de l'essence, du gaz, de l'électricité, de diesel, de tout. Bon, ils n'en peuvent plus surmonter un sentiment de dépossession de leur pays à tout point de vue, donc tout à fait légitime, les radars automatiques, avec les contraventions pharaoniques que ce que ça implique, l'absence de liberté, le LGBTisme partout, tout ça, je pense que ça infuse quand même dans les campagnes et tout ça. Mais, donc c'est pour ça que finalement, en quelque sorte, c'est un petit peu comme quelqu'un qui est piqué, qui dit aïe, ils utilisent le vote Rassemblement National pour dire on ne veut pas mourir, on ne se reconnaît plus dans ce pays, etc. Donc c'est un sentiment tout à fait compréhensible. À mon avis, ils se leurrent complètement sur le Rassemblement National. Hein. On a beau essayer de leur expliquer que c'est un parti maintenant laïciste, philomaçon, abortif, sioniste, tout ça. Bon, soit ils s'en fichent complètement, soit ils ne veulent pas l'entendre. Bon, mais ce qui est intéressant en l'occurrence là, c'est de voir ce qui va se passer. Ça va être très intéressant parce que là on rentre dans une phase où il n'est pas impossible d'ailleurs que Macron, un certain nombre de gens autour de lui, adoptent la stratégie du chaos. Il est possible aussi qu'il y ait une volonté, si vous voulez, actuellement, ça n'est pas impossible, d'augmenter les tensions, d'amener une forme de tension, de chaos, de guerre civile, car il est évident qu'une arrivée du Rassemblement National au pouvoir, qui serait relative, hein, puisqu'il n'aura que Matignon, mais enfin, malgré tout, ils auraient le pouvoir législatif et la conduite du gouvernement, donc des affaires de politique intérieure à tout le moins. Il est évident que c'est de nature à entraîner une forme de chaos, ne serait-ce que par la réaction de la gauche, la réaction des marchés financiers. On voit que, alors qu'ils sont un peu encore au pouvoir, déjà, les taux d'intérêt, et notamment, ont tendance à augmenter. La dette française, je rappelle qu'on est à 3 000 milliards de dettes actuellement, ce qui est considérable. 120% du PIB risque de flamber encore. Enfin, les agences de notation préfèrent baisser la note de la France avec toutes les conséquences financières que ça aura. Et c'est sûr que Macron joue aussi là-dessus en essayant de tenir un discours catastrophiste en cas d'arrivée du RN. Et puis bon, il est évident que l'antifascisme, ça a toujours profité aussi à la gauche. Donc le Front populaire, la gauche qui était quand même à un niveau, un étiage extrêmement bas, qui est très minoritaire actuellement dans la population, par le Front populaire, par l'alliance qu'elle fait, puis c'est assez habile, parler de Front populaire, parce que pour les gens, même si le Front populaire dans le fait c'était une catastrophe, mais pour les gens, c'est les congés payés, donc ça a une image quand même très positive, donc c'est assez habile de réutiliser cette appellation de nouveau Front populaire, donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est assez ouvert, même si sur le papier, le Rassemblement National est bien parti au bon premier tour. Ça, je pense qu'il arrivera largement en tête au premier tour. Mais après, au deuxième tour, qu'est-ce qui va se passer? Il aura sûrement un grand nombre de députés, mais de là où il aura la majorité absolue, c'est compliqué. Et s'il n'a pas la majorité absolue, que va-t-il se passer? Donc ça va être très intéressant à voir. Mais il est évident que s'il devait gouverner, Macron peut en 3 ans les essorer, les liquider. Il a beaucoup de moyens à ça. Et je ne suis pas sûr que Bardella, qui appartiendra peut-être petit garçon face à Macron, qui sera tellement content d'être sous les ordres de la République, et en plus ils sont totalement inexpérimentés, ils peuvent être manipulables à souhait, et en plus je pense qu'ils seront tellement heureux qu'ils n'auront pas envie de rentrer en conflit, à mon avis, avec Macron, avec qui que ce soit et tout ça, donc ils vont jouer la carte la plus consensuelle possible. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que le pays sera paralysé? Est-ce que probablement que ça va pas changer grand-chose? Enfin, en tout cas, ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer, mais personnellement, je n'ai aucune illusion. Voilà, les gens qui pensent que la France va être sauvée, tout ça, etc. Encore une fois, je ne veux pas avoir un discours négatif, parce qu'on va dire toujours qu'on est négatif. Mais... Enfin, je crois que bon, enfin, je vois pas comment on peut espérer quoi que ce soit de tout ça. Hein. Je veux dire, bon, de toute façon, en plus, quand bien même va-t-il faire quelque chose, je vous dis, il suffit pas d'avoir Matignon, d'avoir l'Assemblée pour gouverner. Si vous avez le Sénat, la présidence de la République, l'administration, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et la rue contre vous, c'est quand même compliqué. Hein. Je veux dire que bon, c'est compliqué. Donc on va voir ce qui va se passer, mais ce qui est très intéressant à voir, c'est que, alors même que, objectivement, le programme du Rassemblement National et ses orientations n'ont rien de fasciste, je dirais même, c'est même à gauche de ce qu'était le RPR il y a 30 ans. Hein. Bon, voilà, dans le programme et tout ça, et ben malgré tout, par l'étiquette, par l'histoire du Rassemblement National, eh bien, la carte antifasciste fonctionne quand même. Et pourtant, là, c'est plus long Le Pen, c'est Bardella. Ah bah, moins qu'en 2002, c'est évident. Ça, c'est sûr. Moins qu'en 2002, c'est certain. En même temps, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, ouais. Oui, c'est ça, entre
je dirais, l'ampleur des reniements de Madame Le Pen et de son parti, et la réussite, enfin ce qu'elle a gagné en termes de dédiabolisation. Elle l'a perdu en fond. Voilà, elle a perdu énormément pour gagner très peu. Je veux dire, c'est comme un peu si dans une montgolfière, vous lâchez 100 kilos de lest et que vous remontez de 2 mètres. Enfin, c'est rien finalement. Et c'est ça, la gravité dans cette affaire, c'est cette élection à 2 tours, l'élection législative. On a vu dans l'histoire des retournements entre les 2 tours. Hein. Et même ça remonte très loin. Je connais moi bien, par exemple, les législatives de 1883. Eh bien, au premier tour, il y avait eu 200 conservateurs, ce qu'on appelait donc des monarchistes, des catholiques, enfin un groupe de 200 conservateurs élus dès le premier tour, et il n'y avait que 145 progressistes, hein, donc des républicains, ce qu'on appelle des opportunistes d'ailleurs à l'époque. Bon, ça n'avait pas la connotation négative, mais eh bien, on a vraiment cru à la fin de ce premier tour que ça y est, que la République allait être battue avec ses propres armes. 200 conservateurs, 145 républicains, mais il y avait encore 225 sièges à pourvoir. Et ils disaient, bon, bah, c'est bon, allez, encore un petit effort et on aura la majorité absolue. Le deuxième tour a été une bérésina. Il n'y a eu qu'une vingtaine de conservateurs élus. Tout le reste, ça a été du camp républicain, enfin du camp anti-conservateur, si vous voulez. Et donc, ça n'a rien changé. On ne peut pas imaginer, enfin, on imagine que une élection à 2 tours, il peut y avoir une réaction. Et moi, je vois bien, si au premier tour, il y a un énorme bloc de députés RN, ou des gens RN en ballottage très favorable, il va y avoir une réaction. Et c'est évident. Et alors, quand on parle justement de la gauche insurrectionnelle, vous remarquerez une chose. Quand ce sont des partis dits de gouvernement, ou des partis politiquement corrects, qui gagnent, ou qui ont eu un résultat honorable, on dit les Français se sont exprimés. Mais vous remarquez que quand c'est l'extrême droite, on ne dit jamais ça. On dit « Ah, l'extrême droite menace d'être au pouvoir ». Mais pardon, elle ne menace pas, elle ne descend pas du ciel. C'est parce qu'il y a des gens qui ont voté pour elle. Mais c'est absolument pas. On dit toujours « L'extrême droite menace, l'extrême droite arrive, l'extrême droite est aux portes du pouvoir ». Mais non, ce sont des gens qui ont voté pour elle. Et ça, c'est une rhétorique qui est très perverse, parce que ça permet après d'aller dans la rue et de dire « on va sauver la démocratie ». Mais excusez-moi, si par les urnes, l'extrême droite, enfin ce qu'on appelle l'extrême droite, même si c'est vraiment il y a eu beaucoup d'eau dans le vin, hein, mais si l'extrême droite est élue, elle a été élue par des voix, elle n'est pas encore descendue du ciel, c'est pas un tsunami qui est arrivé. Mais non, la gauche dira « on va aller dans la rue pour sauver la République, sauver la démocratie ». C'est-à-dire qu'on sauve la démocratie contre la démocratie. Et ça fonctionne toujours. C'est pour ça qu'on arrive dans une période qui va être très intéressante et je dirais passionnante. Une période, ça fait longtemps même qu'on n'en a pas vécu une comme ça. À mon avis, ça remonte à 2002. Hein, et je pense que j'ai commencé à acheter la presse pour faire comme j'ai fait en 2002, parce que c'est dans ces moments-là que vraiment les gens se démasquent. Je me rappelle, en 2002, là, Valérie Ayer qui nous dit « on ne se trompe jamais quand on consulte le peuple », je crois que le 21 avril au soir, et entre le 21 avril et le 5 mai, combien de gens avaient dit, et ça je l'avais noté dans mon livre, avaient dit « ah non mais le peuple peut se tromper, alors il faudrait des garde-fous à la démocratie, etc. » On va sûrement revoir la même chose. Là, c'est... Moi, je rappelle aussi, c'est quand même pour toutes les trahisons. Remarquez, la parade Zemmour, bon, il est retrouvé avec sa maîtresse juive, Kenafo, qu'il a fait avorter, d'après ce qu'on m'a dit. Bon, mais je veux dire, donc de toute façon, quelque part, lui, ça ne le gênait pas quand Nicolas Bay et les autres, ils savaient Marine Le Pen. Bon, faut dire que Nicolas Bay, il a trahi Maigret pour Marine Le Pen, après il a trahi Marine Le Pen pour Zemmour, et maintenant il trahit Zemmour pour Marine Le Pen. Quant à Guillaume Pelletier, il a été partout. Il a été au Front National, après il a été chez Maigret, il a été chez Villiers, il a été chez les Républicains, il a été chez Zemmour, et maintenant il rejoint le camp de Marine Le Pen et de Bardella, quoi, finalement, voilà. Mais on savait très bien que c'était un professionnel... On rejoint les gagnants, quoi. Un professionnel de la trahison, on le sait bien. Donc Zemmour a l'air de s'étonner de ça, etc. Mais je veux dire, on sait à qui on a affaire. Et quant à Marion Maréchal, Jean-Claude Martinez, qui l'avait eu comme étudiante, il me dit elle est pire que sa tante.
Je veux dire, c'est tout. Je veux dire, elle est pire que sa tante. Voilà, il a connu, voilà. Et il m'a dit, si Marine Le Pen arrive au pouvoir, on sera au niveau de, ce sera en dessous de zéro, on sera en dessous du niveau de la mer. Bon, voilà. Mais effectivement, hein, moi, je pense que il y aura un degré d'incompétence. On verra, on jugera sur pièce. Mais je pense qu'il y aura une incompétence qu'on n'imagine pas. Rappelez-vous les 2 débats présidentiels de Marine Le Pen. Alors, on dirait là, c'est Bardella. Enfin, il est tout jeune. Il n'a aucune expérience ni professionnelle, c'est un pratique du parti, ni quoi que ce soit. Enfin, on ne s'improvise pas Premier ministre. Gouverner la France, c'est un pays, c'est une chose extrêmement difficile, et plus difficile que jamais. On pourrait même pas le recycler. La France, elle est encore gouvernable, d'ailleurs, dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui. C'est bien difficile à démontrer, mais en tout cas, on va voir ce que ça va donner, mais moi j'avoue que bon, ça va être très intéressant à observer, mais les gens qui espèrent qu'on va avoir un meilleur redressement de la France et tout ça, encore une fois, je ne vais pas me quereller avec eux, je comprends que l'espoir fasse vivre, et que dans la situation dans laquelle on est, on peut concevoir qu'on s'accroche à des branches, fussent-elles pourries, mais enfin... je pense que c'est de l'illusion. Enfin, on le verra à ce moment-là. Mais vous voyez, même le qu'est-ce que vous voulez attendre de la moralité de ces gens-là, quand vous voyez Marion Maréchal qui trahit de cette façon-là, enfin, des Ciotti qui, bon, alors les autres aussi, parce qu'ils veulent, souvent ils sont proches de Macron, enfin, ils veulent pas forcément avec le RN, enfin, Ciotti, il a fait ça aussi tout seul, en le cachant même à ses plus proches, etc. Enfin, ce sont des façons d'agir, si vous voulez, ils n'ont aucune moralité, aucune colonne vertébrale, tous ces gens. Ciotti, il négociait avec Macron, et même pour la réforme des retraites, elle a pu passer parce que le groupe LR a voté la réforme des retraites et que M. Ciotti a fait en sorte qu'il y ait le maximum de voix de députés qui la votent, et que même s'excuse auprès de Macron parce qu'il pensait qu'il y aurait plus de députés LR que finalement ce qu'il y a eu, qu'il la voterait et tout ça. Donc voilà, et maintenant il joue la carte de Marine Le Pen, enfin c'est le grand écart permanent, ce sont de purs opportunistes. Voilà. Ça me rappelle Philippe Henriot qui disait que pour certaines personnes, la vie, quand ils sont quelque part, c'est toujours un entracte entre 2 trahisons. J'avais trouvé la formule assez bonne. Mais je dois dire que même, quand vous voyez que sur le plateau de télévision, moi, le dimanche soir des élections, les représentants du Rassemblement National, c'était qui? C'était Monsieur Chenu, Monsieur Odoul et Monsieur Tanguy. 3 homosexuels, et même homosexualistes et tout ça. Et en plus, la façon dont ils parlent, leur gestuelle, c'est très marqué, surtout Tanguy. Hein. Bon, donc, qu'est-ce que vous voulez sauver la France avec ça, quoi, je veux dire? Non, mais je veux dire, quand on pense que le Front National, autrefois, avait un programme avec un volet familial relativement ambitieux, etc., voilà, on est quoi, on a un parti homosexualiste, abortif, philo-maçon. Alors là j'ai été poursuivi dans un procès, on parlera des procès tout à l'heure, c'est parce que j'avais dit, pourtant je l'avais dit plusieurs fois, j'avais jamais été poursuivi jusque-là, j'avais dit que Marine Le Pen c'est la tenancière de la cage aux folles, et que le Rassemblement National était devenu, je cite, un lupanar pédérastique, expression d'ailleurs que j'ai reprise Henri de Lesquin, qu'il avait utilisée en 2015, et que j'avais trouvé particulièrement coruscante, bon, et pertinente, bon, voilà, là je suis poursuivi, probablement condamné pour ça, on peut plus rien dire. J'ai dit en plus, bon, bah, c'est aussi un peu une forme d'humour quand même, etc. On peut rien dire dans notre pays, mais c'est vrai quand on voit ce qu'elle en a fait, enfin je veux dire, c'est hallucinant. On vous dirait actuellement dans le gouvernement Attal, que certains appellent le gouvernement anal, bon, il y a beaucoup. Pascal Pro, oui. Oui, il y a beaucoup de. Oui, il y a beaucoup comment dirais-je, d'avertis, mais je pense que au moins ça changera pas si c'est un gouvernement Bardella, hein, parce que je pense qu'il y en aura aussi beaucoup, voilà. Donc ils reviennent pas en arrière sur le dit mariage homosexuel de 2013 aussi. Non, ça c'est sûr. Non, donc de toute façon, vous savez, je crois que ça changera pas grand-chose. Pourtant, un homosexuel revient souvent en arrière. Oui, c'est vrai, j'y pensais. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, donc ce n'est plus que le Front National qu'on a connu, c'est évident. Donc qu'est-ce que ça va donner aux responsabilités? On me dirait, parfois, même quand on trahit ses promesses, on n'est pas forcément battu. J'ai été frappé de voir qu'en Italie, Meloni, Premier ministre, président du Conseil italien, qui s'était fait élire sur une politique de lutte contre la submersion migratoire. Elle a accueilli plus d'immigrés que ses prédécesseurs, etc. Et elle est arrivée largement en tête au soir du scrutin européen en Italie. C'est pareil avec Trump, apparemment. En fait, ça gonfle de plus en plus. Donc finalement, même au pouvoir, vous voyez, donc il faut rester prudent. On peut trahir sans forcément être sanctionné, toujours électoralement. Mais justement, c'est là qu'on peut s'interroger. Est-ce qu'on n'a pas
les dirigeants, les politiciens mérite. et même l'opposition que l'on mérite. Ouais, Parce Oui, que je crois que les gens se contentent du magistère de la parole aussi. Regardez Sarkozy, etc. C'était uniquement du verbe, ça suffit, quoi, etc. Est-ce que les gens, le verbe ne leur suffit pas, quoi? Est-ce que l'apparence, l'illusion... c'est la force du verbe en même temps dans l'évangile. Oui, mais le verbe doit être en acte. Doit être en acte. Il doit être en acte, l'action. Or là, en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Il n'y a pas de résultat derrière. Mais nous sommes dans la société du spectacle. Et de la manipulation des masses. Et nous sommes... Oui, pardon, c'était Guy Debord. Merci pour la rectification. Nous sommes dans cette société du spectacle et il est évident qu'aujourd'hui, la politique est un spectacle. D'ailleurs, je pense que toutes ces primaires, vous savez, toute cette agitation autour des primaires, c'est du spectacle. D'abord. Oui, c'est un jeu, comme le sport, c'est une forme de jeu, quoi, ces élections. C'est le sport électoral, je veux dire. Sauf que c'est plus honnête avec le football, on sait que c'est du sport, quoi. Là, même si parfois ça peut être truqué aussi. C'est l'avenir, là. Oui, mais je pense que, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, même si le RN était au pouvoir, on dit, mais ils sont pas tellement compétents. Mais il y a plus que ça. Ce qu'on ne voit pas, c'est que dans cette société techniciste, on gouverne avec des techniciens qui sont derrière. Je ne dis pas qu'ils sont cachés, c'est pas ça. Mais c'est qu'il y a un grand besoin de techniciens. Et il est évident que le RN va se retrouver avec des techniciens qui, dans leur immense majorité, seront contre eux. Et puis, ils vont mettre des roues, ils vont mettre des bâtons dans les roues, ils vont gripper tous les rouages. Et si ça s'effondre, ils diront, regardez, ils sont incompétents, etc. Et puis c'est vrai que c'est plus facile d'être dans l'opposition et de dire ce que les électeurs ont envie d'entendre que de gouverner un pays, hein, c'est évident. Aussi, parce que là, il y a le principe du réel. Qui, là, faut l'incarner. Et pour des partis populistes, c'est quand même plus compliqué parce que on vend du rêve en quelque sorte, on vend des solutions qui se veulent ou qu'on prétend radicales et efficaces en tout cas. Et finalement, à l'arrivée, bon, voilà, je veux dire. On est face aux réalités. Voilà. C'est ça le problème. C'est que, par exemple, prenons un exemple tout simple, la production de voitures, etc., que vous soyez un fasciste ou un marxiste, la voiture, c'est de la technique, elle doit être gérée de la même façon. Et donc, on offre des solutions, mais qui après, quand on se heurte au réel, on s'aperçoit que surtout dans notre société qui est hyper technicisée, la marge de manœuvre gouvernementale est de plus en plus étroite parce que c'est la technique qui gouverne la cité plus que la cité qui gouverne la technique. Et ça, Jacques Ellul l'avait bien vu dès les années 60. C'est vrai, sans compter en plus qu'en plus, on fait partie de l'Union européenne qui a un pouvoir important, donc ça limite déjà énormément les marges de manœuvre dans le gouvernement. Et le Rassemblement national a renoncé depuis 2017, de toute façon, à la sortie de l'euro de l'Union européenne. Bon, voilà. Par conséquent, sa marge de manœuvre serait très, très, très faible. Et en plus, il y aura quand même le président de la République, et on a toutes les oppositions qu'on a développées, qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc c'est vrai que ce sera très compliqué, et donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer s'il arrive aux responsabilités. Ce qui n'est pas encore certain. On va voir ce qui va se passer, ça va être très intéressant. Ce qui va être intéressant dans cette affaire, c'est de voir la capacité de résistance à la pression politique et médiatique des gens au discours antifasciste. Voilà. Quelle est la capacité de résistance du peuple français, et notamment de ceux qui ont voté pour le Rassemblement national aux européennes? Quelle va être sa capacité de résistance dans les jours et les semaines qui viennent? Ça qui va être intéressant, et notamment aux deux tours de scrutin, au premier tour, mais surtout, c'est le plus important, au deuxième tour de scrutin, puisqu'il y aura du fait des taux d'abstention, il y aura sans doute relativement peu d'élus dès le premier tour. Bon, donc dans la plupart des circonscriptions, il y aura un deuxième tour. D'ailleurs, probablement, à mon avis, beaucoup plus des duels que des triangulaires, puisque je rappelle que pour se maintenir au deuxième tour législatif, il faut obtenir 12,5% des inscrits. Si on a une abstention de 50%, ça veut dire 25%. Si on a une abstention autour de 30%, il faut faire entre 18 et 20. Bon, mais c'est quand même un score très important. Or, il est évident qu'aujourd'hui, même si vous avez encore toujours 3 blocs, compte tenu de la baisse de la Macronie notamment, on peut penser que dans beaucoup de circonscriptions, on aura un duel Front Populaire contre Rassemblement National. On aurait dit avant Front Populaire contre Front National, mais Front contre Front, si j'ose dire. Bon. Et donc on va voir ce que ça va donner et tout ça, mais est-ce que le discours de dire l'extrême droite 80 ans après pour revenir au pouvoir, puisqu'on rappelle, je Marshal Pétain, je compte 1944, donc on va jouer là-dessus. Je rappelle que c'est les 80 ans de la libération, du débarquement qui a été célébré avec faste par Macron il y a quelques jours. Donc tout ça, quelle est la capacité de résistance, d'imperméabilité
du peuple, et notamment de ceux qui, particulièrement qui votent pour le Rassemblement national ou pour ses alliés, par rapport à tout cela. Ça qui va être très intéressant à voir. Parce qu'en 2002, la résistance avait été faible. Et donc là, on va voir ce qui va se passer cette fois-ci, alors même que la situation s'est encore considérablement dégradée dans les domaines, que Macron bat des records d'impopularité, et qu'a priori, jamais les circonstances n'ont été aussi favorables à une arrivée au pouvoir, une accession en responsabilité du Rassemblement national. Jamais. Elle sera plus forte, la résistance, mais le Rassemblement national ne propose plus rien de très tranchant. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi, mais il y a toujours le théâtre antifasciste qui est là, quoi. Oui. Donc, voilà. Et je vous rappelle que pour les 80 moins porteur, peut-être, mais il est toujours là. Parce que pour les 80 ans de la Libération, Emmanuel Macron a bien dit qu'il fallait que les Français regardent l'histoire en face, et sur le site de l'Élysée, hein, que les Français doivent regarder l'histoire en face afin de bâtir une mémoire républicaine. Si c'est pas un aveu que l'histoire est utilisée au présent pour formater les gens et en faire des bons républicains, qu'est-ce que c'est? Donc on va voir, encore une fois, si ce discours antifasciste qui est fondé sur l'histoire va fonctionner. Et ce qui sera ensuite très intéressant, c'est de voir combien, 7 juillet, il pourra y avoir de participation. C'est très important. S'il y a beaucoup de participation un 7 juillet, c'est que les gens étaient vraiment concernés. Et ce qui est très intéressant serait de voir le 30 juin au soir et le 7 juillet au soir, le score du Rassemblement national à Oradour-sur-Glane. Ah, ça Ça va être très intéressant. Ça mêler l'histoire aussi. J'ai toujours on en un parlera œil dans sur l'éditorial. Après que l'histoire puisse défendre l'identité, c'est un classique, mais encore faut-il que ce soit une histoire sérieuse, on va dire. Oui, alors on ne va pas pénétrer sur ce terrain qui aujourd'hui est terriblement miné, je pense. C'est le plus miné de tous les terrains. Oui. On peut rapidement se retrouver dans 12 mètres carrés, hein. Faites-moi confiance. 12 mètres carrés avec un lit. Bon, donc il faut faire un peu attention. Oui, mais je disais, même la Troisième République faisait l'éloge des Gaulois, par exemple, qui est un mythe national, c'est normal. Maintenant, c'est un mythe choétique. Ah, c'est un mythe, voilà, je veux dire. Enfin, un mythe. Je veux dire, voilà. Mais... Exactement, non, exactement. Je veux dire, c'est utilisé. Comme les deux journalistes qui avaient écrit Un piège bleu marine avaient bien dit que les chambres à gaz étaient au centre de l'histoire. Donc c'est le centre de l'histoire. Oui, mais vous voyez, comme je vous ai remarqué au tribunal, puisque j'avais un procès hier, je pourrais prendre un abonnement, quasiment au palais de justice. Bon. Mais tu as un abonnement. Oui, j'ai un abonnement. Et là, c'est pas gratuit. Et alors, en l'occurrence, je disais que dans ce qu'ils appellent l'enseignement de la Shoah, justement, on dit notamment aux jeunes générations que c'est pour éviter que de nouveaux massacres de masse, que de nouveaux génocides soient perpétrés, et que les nouvelles générations doivent être contre ça. Or, je vous ai observé aux magistrats que tout ça, c'est une escroquerie, une imposture, puisque aujourd'hui, il y a un génocide en cours, un massacre en cours en Palestine, qui est incontestable, même une famine qui est organisée par l'homme, par l'entité sioniste, et là, on n'a pas le droit de le dénoncer. Voilà, donc ce sont les mêmes qui nous disent, etc. Donc vous voyez l'imposture, parce que quand on voit les documentaires autour de la Shoah, on nous dit, on apprend aux écoliers, aux lycéens, aux collégiens, etc., que justement, il faudra qu'ils soient des passepeurs de mémoire, mais qu'ils luttent contre toutes les formes de discrimination, mais aussi de massacre, de génocide. Et là, il y en a un sous nos yeux, présent, etc., et on n'a pas le droit. Donc vous voyez l'imposture, quoi, etc. Vous voyez l'imposture. Et c'est de la même façon, comme je dis aussi au tribunal, l'imposture de la lutte contre l'antisémitisme, parce que le stade suprême de la lutte contre l'antisémitisme, aujourd'hui en Palestine, c'est la perpétration d'un génocide. Et vous voyez, quand ils massacrent des femmes, des enfants, qui les affament, qui les bombardent et tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils luttent contre l'antisémitisme. C'est ça la lutte contre l'antisémitisme, puisqu'on nous dit le 7 octobre c'était un pogrom, etc. Donc voilà, ils luttent contre l'antisémitisme. Donc c'est ça la lutte contre l'antisémitisme. Je suis pas sûr que c'est beaucoup plus. Mais à un moment donné, il faut dire les choses, quoi, je veux dire. Vous voyez l'imposture, il faut dénoncer l'escroquerie. Hein. J'affirme que l'antisémitisme, la lutte contre l'antisémitisme, c'est l'escroquerie intellectuelle, morale et politique, la pire qui soit, je veux dire, aujourd'hui. Ouais, avec l'incitation à la haine. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est les deux clés. C'est les deux clés qui permettent de mettre le pays en coupe réglée dans le domaine de la pensée. Ils appellent les crimes de haine. Les crimes de haine. Tout ce qui les dérange, voilà, c'est la haine. C'est la haine, voilà. Alors qu'on peut dire une chose et son contraire avec le même, de façon neutre, enfin bon, ça. Mais ça, ils s'en fichent. Vous pouvez dire que, par exemple, que l'Église a trompé les gens et les a arnaqués par tous les dons, par toutes les quêtes, etc. Ça, vous pouvez le dire. Vous ne suscitez pas la haine, là, non. Mais par contre, vous dites, voilà, des choses beaucoup moins graves, là tout de suite on dit, non mais là c'est la haine. Et c'est vraiment le discours de haine, c'est vraiment, d'ailleurs ça vient de Streicher à Nuremberg, hein, mais le discours de haine c'est vraiment le discours qui permet de censurer et de faire taire
toute idée qui dérange les puissants. Comme je dis également magistrat, ces incitations à la haine et tout cela, crimes de haine, c'est à géométrie variable, puisque Charlie Hebdo, lorsque cette publication, enfin ce torchon, fait des dessins, des caricatures absolument scatologiques, vomitives, sur la Sainte Vierge, sur le Christ, sur les saintes, etc. C'est la bonne liberté sur la d'expression. Sainte Trinité, là par contre, c'est pas de la haine. Hein, je veux dire. Ils crachent leur haine, mais c'est pas de la haine. Eux, ils ont le droit. Là, c'est la liberté d'expression, la liberté de l'esprit. Mais en revanche, par contre, si c'est une caricature sur la Shoah ou sur tout ce sujet interdit, là par contre, on n'a pas le droit, là c'est de la haine, vous voyez. Donc il y a vraiment deux poids, deux mesures. Ah, il y a toujours. Je veux dire, il y a Guernica ou Oradour qui doivent rester dans la mémoire de l'humanité. Et puis, Hiroshima, qu'est-ce que vous voulez? C'était... Oui, on a été un peu loin, mais ça a permis de sauver la vie d'1 million de soldats américains. Ah, voilà. Donc, pour sauver 1 million de soldats, on tue des femmes et des enfants. C'est une conception de la guerre. C'est ce qu'on dit à Hiroshima. Ah oui, mais grâce à ça, on a écourté la guerre. Mais depuis quand le droit international permettrait de massacrer des femmes et des enfants pour écourter la guerre? Tout dépend. Tout dépend du camp. Tout dépend qui lance les bombes, voilà. Et sur qui elles s'écrasent. C'est ça, oui. C'est ça. C'est ce que je disais. Comme avec Israël-Palestine. La guerre zéro mort, c'est la guerre zéro mort chez soi et où les morts ennemis comptent pour zéro. Oui. C'est exactement ça. Ouais. C'est ça leur guerre zéro mort. La vie mort. compte pour zéro, donc zéro mort. Voilà, c'est zéro mort en face. Parce que de toute façon, en face, puisqu'ils sont opposés au camp du bien, ce sont des monstres. Or, un monstre ne peut pas avoir des droits humains. Oui. Les droits de l'homme ne s'appliquent pas à des monstres. C'est l'humanisme. Oui. C'est pas possible. Sont véritables hommes ceux qui professent l'humanisme. Exactement. Nous sommes des monstres parce que nous sommes des fachos, donc nous n'avons pas le droit aux droits de l'homme. Et voilà. Et cette rhétorique, elle est fermée sur elle-même, mais c'est un cercle vicieux que vous ne pouvez pas briser. Et c'est pareil avec le discours antifasciste. Malgré 20 ans de dédiabolisation, lisez à l'heure actuelle les communiqués de la CGT et tout ça, c'est les mêmes discours que quand c'était Jean-Marie Le Pen. Ça n'a pas changé d'un iota. C'est les mêmes discours. Ça n'a servi à rien. Et pourtant maintenant c'est de l'eau tiède, c'est de la tisane. C'est de la tisane, oui. Après, parmi toutes ces listes, il y en a eu une qui a un mérite symbolique d'exister, ça a été Forteresse Europe avec 5000 votes. Et oui, c'était un beau travail militant qu'il faut saluer parce que il diffusion... fallait télécharger après le bulletin et l'amener dans l'urne. Il y a plus de 5000 voix, ce qui n'est pas un résultat totalement négligeable. Vu l'absence militant de soutien. Et sur une ligne très radicale, très claire. Je félicite ceux qui sont battus avec beaucoup d'énergie et de courage dans cette affaire. Je dois dire que je ne croyais pas moi-même parce que je pensais que les obstacles seraient tellement nombreux. Ils ont réussi à les vaincre, comme quoi, avec de l'énergie, de la volonté, on peut parfois réussir à un certain nombre de réussites, fût-elle modeste, mais réelles quand même. Et je peux vous dire, pour avoir vu les choses de très près, puisque j'ai quand même participé, les moyens financiers étaient dérisoires. Dérisoires, absolument. Ça veut dire qu'encore une fois, quand les gens disent on ne peut rien faire parce qu'on n'a pas de moyens, mais c'est pas vrai ça. Moi j'ai commencé avec une machine à écrire mécanique et un abonnement dans une photocopieuse. Donc la liste Forteresse Europe, croyez-moi, j'ai vu les choses de très très près, je peux vous dire, c'était fait avec du bric et du broc. Eh bien, j'ai été comme mon ami Jérôme, je n'y croyais pas. Moi je dis on va faire 1500 voix, on va pas faire plus, mais enfin bon. Quand j'ai vu 5200, eh ben j'ai dit c'est bravo. Bravo, à notre niveau, dans cette société actuelle, bravo. Je tire mon chapeau à toutes celles et tous ceux qui ont travaillé, que ce soit les colistiers, que ce soit ceux qui ont collé, que ce soit ceux qui ont aidé, etc. Bravo à tout le monde. Même pour les entretiens rivaroliens, j'allais dire depuis janvier 2018, on est à 3 avec un petit peu de matériel. C'est très artisanal. Même pas 200 balles. Comme Rivarol, c'est très artisanal aussi. Ouais, et pourtant, on aura fait quand même pas de locaux, on n'a pas... Il y a eu des dizaines de millions de vues, des suppressions de chaînes, des trucs. Oui, encore une fois, d'ailleurs... On arrive à déplacer des petites montagnes. Exactement. Et la foi déplace des montagnes. Pourtant, avec des 2-3 vis. Et des moyens dérisoires. J'ai toujours remarqué à quel point, d'ailleurs, nos adversaires nous décrivent comme puissants, etc. Mais si vraiment ils voyaient comment ça se passe, je dirais, voilà. Mais c'est vrai que ça dégonflerait la baudruche du Péril Brun. Alors il faut pas. Mais alors si nous on avait de gros moyens, ça devrait a priori péter la. Ah, ça le problème, voilà, c'est est-ce que le peuple malgré tout est capable de nous écouter? Ça, c'est un autre problème. Là, vous allez en revenir à l'état donc de
d'affamement, le fait d'être affamé et tout ça. Quoi. Ben, le problème, un peu changé. C'est qu'on a un peuple qui finalement, à l'heure actuelle, mine de rien, ressemble à son régime. Il ressemble à son régime. Et puis, il faut dire quand même une chose. Un jour, Maître Delcroix m'a fait remarquer quelque chose de très juste. Il m'a dit, vous savez, Renoir, nous sommes quand même un des rares pays sur Terre où il y a l'électricité 24 heures sur 24. Vous avez faim, vous allez dans n'importe quel magasin, il y a de la nourriture. Regardez ces transhumances à l'époque des vacances, ces bouchons sur les routes, sur les autoroutes. Je veux dire, regardez tout cela. On vit bien encore. On vit bien encore. Trop bien bien. sûr qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements. On est d'accord. Il y a une criminalité qui ne devrait pas exister. On est d'accord. Mais malgré tout, ça fonctionne encore. Et c'est pour ça que je le dis moi depuis 20 ans. Hein, tant que les supermarchés sont achalandés, les pompes à essence pleines et les portables en fonctionnement, les gens seront satisfaits. Parce que ils ne veulent pas plus pour l'instant. Il n'y a aucune aspiration à un idéal supérieur. C'est tout à fait normal. On est dans une société où depuis que les gens sont à l'école, on leur montre la fameuse chaîne où on voit le singe qui se redresse et qui devient un homme. On n'est que des singes améliorés. On a une image tout à fait matérialiste de l'homme. En fait, on sort du néant quand un spermatozoïde rencontre un ovule et on rentre dans le néant quand on est mort. Bon, bah, à partir du moment où entre ces deux phases de néant, cette étincelle dans l'obscurité, comme disait Jean-Jacques Goldman, bah, je vais faire que cette étincelle soit la meilleure. C'est la référence culturelle du soir. Je veux dire, c'était, oui, bien, non, mais c'est pour dire que même chez les gens que l'on ne pourrait pas apprécier, il y a des bonnes images. Pour eux, la vie, c'est une étincelle dans l'obscurité. L'image est très juste. Et donc, on fait que cette étincelle soit la plus brillante possible. Donc, eh bien, si j'ai à manger, si je peux aller en vacances, hein, si j'ai de quoi me divertir avec Netflix et avec mon portable et mes applications, la nation peut crever. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Qu'est-ce qu'on demande de plus? Et d'ailleurs, on le voit toujours dans les priorités des Français dans les élections, c'est toujours la santé. Ouais. Donc c'est le portefeuille, la santé, le confort. Et très très loin après, il y a la place de la France dans le monde, mais alors c'est très loin, il faut prendre des jumelles. Mais tout le monde s'en moque, s'en contrefiche. Très bien, messieurs. Si vous voulez pas ajouter, on passe à bon, l'onglet. Très bien. Donc l'onglet répression, vous en avez un petit peu parlé avec votre cas au détour d'une phrase. Peut-être commençons par Alain Soral. Oui, bien le 29 mai, près de Lausanne, là où il habite actuellement, effectivement, des policiers sont venus suisses du canton de Vaud, sont venus perquisitionner son appartement, le passer au peigne fin, lui saisir son ordinateur, son portable, ses effets personnels, et l'ont mis en garde à vue pendant 4 heures pour des publications sur son site internet, sur son Twitter, sur Telegram, je crois, enfin, sur différents réseaux sociaux. Et ce qui est quand même frappant dans cette affaire, c'est que c'est la France qui est à l'origine de tout cela quand même. Donc on voit les liens entre la France et la Suisse, et que Alain Soral qui bénéficie à la fois de la nationalité française et de la nationalité suisse, pensait peut-être être tranquille en Suisse. En tout cas que la France n'aurait pas tant d'influence sur la Confédération helvétique, et en réalité c'est le cas. Hein. C'est-à-dire qu'en réalité il y a une volonté de le mettre en prison. Et la CICAD, qui est l'équivalent de la LICRA en Suisse, a porté plainte contre lui. Donc c'est toujours pour discrimination raciale, antisémitisme, hein. C'est toujours la même chose pour, je crois, des écrits, des publications entre 2019 et 2024, donc sur les 5 dernières années. Et donc on va voir ce que ça va donner, mais déjà il avait été, rappelez-vous, pour l'affaire de la grosse lesbienne. C'est ça, condamné en définitive donc, par l'instance suprême judiciaire suisse à 40 jours de prison ferme. Alors on ne sait pas encore s'il va se faire sous bracelet électronique ou en prison physiquement. Hein. Je pense qu'on le saura dans les mois qui viennent. Mais on voit très bien que la répression, elle n'est pas simplement en France, hein, mais elle est dans tout l'Occident, hein, et particulièrement en Union européenne. Notre sens, c'est que même au Royaume-Uni, où officiellement il n'y a pas de loi anti-révisionniste, on est quand même allé le capturer, le mettre en prison pendant 15 mois, et finalement qu'on l'a extradé en France. Et que même maintenant, il y a une extension de remise, ce qu'ils appellent une extension de remise juridiquement, c'est-à-dire que la France a demandé à l'Écosse de l'autoriser à faire en sorte que Vincent purge les peines auxquelles il avait été condamné pendant qu'il était au Royaume-Uni, en gros entre 2015 et 2022. Et donc je crois que c'est 15 mois ou 17 mois en tout, je ne sais plus. Je crois que c'est 15 mois. 15 mois, voilà, 15 on mois, les compte plus. Voilà. Donc vous avez eu ça, vous avez eu
Donc là, c'est en cours. On est sûr qu'on vous tiendra au courant de l'évolution de ces dossiers. Mais il y a également Ivan Benedetti. Alors lui, je trouve que c'est inouï parce qu'il a été condamné il y a quelques jours par le tribunal correctionnel de Créteil à 3 mois de prison ferme, mais appliquée sous la forme du bracelet électronique, pour simplement avoir organisé un hommage dans un cimetière pacifique, qu'une offrande florale, à Pierre Sidos, qui est décédé en 2020, qui est enterré au cimetière parisien de Thiers, donc dans Val-de-Marne. C'est pourquoi c'est le tribunal de Créteil qui a jugé de cette affaire. 3 mois de prison ferme. Traumatisé par des pots de fleurs. Pour, je crois, organisation de manifestations non déclarées, etc. C'est hallucinant. 3 mois de prison ferme. Il m'a dit la présidente était tout à fait haineuse, avec exécution du jugement. C'est-à-dire comme s'il fait appel, c'est pas suspensif dans cette affaire-là. Donc c'est hallucinant, quoi. Voilà. Et il m'a dit, je suis retrouvé devant un tribunal soviétique. Et puis il a été condamné également à 6 000 € sur forme de jour amende, également par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Là, je crois que c'était pour un discours qu'il avait tenu d'une part lors du congrès nationaliste à Lyon en novembre 2022, où il était question de la remigration, mais c'est déjà considéré comme de l'incitation à la haine raciale, et d'autre part parce que, à l'occasion du 100e anniversaire de la marche sur Rome de Mussolini, de ses chemises noires en Italie, il avait, je crois, fait un salut romain, un ancien salut olympique, devant des statues ou des portraits de Mussolini et d'Hitler. Voilà. Et donc ça a suffi, alors que c'est en Italie, ça a suffi pour qu'il soit condamné également. Voilà. Et pour ma part, eh bien, j'ai été condamné. Alors le procureur de la République avait demandé 10 mois de prison ferme. Le tribunal n'a pas donné suite à cela, mais ça a été la guillotine sur un plan financier, guillotine pécuniaire, si j'ose dire, puisque si bien ils m'ont condamné en tout à 43 000 € d'amende, sous forme de jour amende et de dommages intérêts. Je rappelle que 43 000 €, vous avez dans beaucoup de départements de France, dans le centre, même ailleurs, dans le sud-ouest, dans beaucoup de régions de France, vous avez déjà des maisons avec chauffage central, un petit jardin, etc. à ce prix-là, hein, dont certaines sont en très bon état encore. Hein. Donc c'est quand même une somme considérable. Hein. Ou alors c'est le prix d'une très belle voiture, neuve. Bon. Donc ça tape de plus en plus. Et donc là, ils ont fait le choix de taper au portefeuille dans une volonté d'asphyxier le journal, de m'asphyxier moi-même. Et en l'occurrence, pour le journal, il l'avait déjà fait il y a 2 ans, en enlevant l'agrément de la commission paritaire, hein, la CPPAP, commission paritaire des publications agences de presse, ce qui fait qu'on ne bénéficie plus des réductions sur le plan postal et fiscal, et qu'en plus ça permet qu'on ne soit pas de manière automatique dans tous les marchands de journaux, dans les supermarchés, puisqu'ils ne sont plus obligés maintenant de nous vendre et de nous exposer, et qu'il y a des pressions évidemment qui sont faites, des chantages, pour qu'on nous retire des rayons des supermarchés et d'autres ventes de la presse. Et donc évidemment cela a un effet important, hein, parce qu'il est évident que quand vous avez des charges qui augmentent et des recettes qui diminuent, ça ne peut pas continuer longtemps. Voilà, et en plus, vous avez maintenant ces amendes, ces dommages et intérêts, chaque fois plus importants. C'est pourquoi tous ceux qui veulent nous aider par leurs abonnements, par leurs dons, alors on ne peut pas demander des dons pour le paiement de dommages et intérêts d'amende, mais ça peut être pour des frais de justice, des frais de procédure, etc. Et aussi on peut prendre des abonnements, par une série de choses que vous pouvez faire pour nous aider. Et parce que, voilà, 75 ans bientôt que le journal Rivarol paraît sans discontinuité, à la fois sur abonnement et en kiosque. Et je crois que c'est très important qu'il continue parce que finalement c'est le seul titre historique qui reste de la droite nationale et radicale en France. Et avec, je crois, une liberté de ton, d'analyse qu'on retrouve difficilement ailleurs, me semble-t-il. Voilà. Donc il me paraît important qu'on puisse poursuivre cela. Mais enfin, on voit très bien que la répression ne cesse de s'accroître, mais il faut résister, il ne faut pas courber les chines, parce que vous voyez, quoi qu'on fasse, on a toujours tort. Si on ne vient pas à un procès, on dit qu'on est lâche. Si on est profil bas, on nous dit qu'on n'assume pas. Et si on assume, on nous dit vous êtes dans la provocation, le tribunal n'est pas une tribune. C'est ce qu'on m'a dit encore hier. Mais bon, alors que faut-il faire? Il faut venir les pieds poings liés et demander pardon à genoux. C'est pas le genre de la maison, ça n'a pas de sens. Voilà. Par conséquent, il faut tenir les positions, tu dois rester en courtois et déférent, mais il faut tenir les positions. Et défendre la vérité sous toutes ses formes, voilà, je crois, ce qui peut être utile aujourd'hui.
dans cette société de mensonges, de trahison permanente, de reniement permanent, garder une ligne claire, fixe, compréhensible par tous. Voilà ce qui peut être utile. Un mot supplémentaire par rapport à la répression générale oui, la répression devient naturellement de plus en plus féroce, mais ça c'est normal. Hein. Moi j'ai vécu justement les débuts de la loi Guessot. On voyait bien qu'au début les juges étaient extrêmement gênés à l'idée de mettre en prison quelqu'un pour des thèses historiques qui déplaisaient, certes, qu'on pouvait penser scandaleuses, certes, mais il y avait quand même dans l'inconscience l'arrêt Handyside qui avait été rendu par la Cour européenne des droits de l'homme en 1976 et qui disait que la liberté d'expression, elle s'appliquait pour les idées qui pouvaient choquer et même inquiéter une partie de la population. Donc c'était un peu la doctrine générale qui avait été rappelée d'ailleurs par Noam Chomsky en 1980, lorsqu'il avait préfacé l'ouvrage du professeur Forisson, le mémoire en défense du professeur Forisson. Il avait dit que justement, il dit, même si le professeur dit des choses horribles, mais la liberté d'expression, elle s'applique justement aux gens qui disent des choses que l'on juge horribles. Et il disait, il n'y a pas besoin de protéger la liberté d'expression pour des gens qui n'ont rien à dire, ou qui n'ont rien à dire d'horrible. C'est ça le problème. Or, il y avait ça au début chez les juges. On voyait bien leur gêne. Je me souviens de mon premier procès le 6 novembre 1991 à Caen. C'était avec le juge Ricard, je me souviens encore de son nom. Bon, on le voyait qu'il était gêné. D'ailleurs, au départ, il condamnait à 3 mois de prison avec sursis et du genre 2000 francs, ça ferait 2000 € peut-être aujourd'hui d'amende. Mais le pli était pris. Le pli était pris. C'est-à-dire qu'au départ, on disait « Oh non, on ne peut pas condamner lourdement », mais ils ont quand même commencé à condamner. Et puis, ce qui se passe, c'est quand vous commencez à condamner... Ça prend de l'ampleur. Et bien surtout quand c'est les mêmes qui reviennent à chaque fois. Quand il n'y a que 2 ou 3 personnes qui parlent sur un sujet en France, c'est le cas du révisionnisme, les ligues de vertu se focalisent sur eux et vous revenez devant les juges. À chaque fois. Encore vous? Ben oui, mais vous êtes indécrottables. Et donc à ce moment-là, on dit, on va vous frapper plus fort. Surtout, et comme disait l'ami Bourbon, si vous assumez, parce que si vous venez pas, on vous dit, voilà, vous êtes lâche, et puis si vous assumez, vous dites, bah oui, tout à fait, moi je dis, je retire rien. Mais vous provoquez en plus. Vous nous provoquez. Et donc, un jour ou l'autre, on arrive à la guillotine, c'est-à-dire qu'on condamne à de la prison ferme. Et de ce jour-là, ils ne reviennent plus en arrière. Vous avez déjà été condamné à de la prison ferme, vous n'arrêtez pas, en tant que juge, je vais vous recondamner à la prison ferme et je vais vous condamner de plus en plus fort. Et c'est ce qui se passe. Donc il y a une répression qui s'alimente elle-même. Et on ne revient jamais en arrière, ce n'est pas possible. C'est comme dans le phénomène technique d'ailleurs, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas détricoter ce qui a été fait. Quand la répression est là, elle devient toujours plus grave, chaque juge. Et puis surtout, quand vous avez ces ligues de vertu qui sont partout, ces espèces de Big Brother, si un juge, soudainement, par exemple Vincent Renoir, si un juge ne me condamne pas, on va dire, mais... Le zoom va être sur lui. Oui. Vous avez de la sympathie? C'est quoi, là, cette mansuétude? Je me rappelle l'affaire d'Oradour-sur-Glane, que je raconte dans la première partie de mon livre. Le juge, les juges en première instance et en appel m'ont condamné pour apologie de crime de guerre, alors que je contestais un crime de guerre. Et on l'avait dit dès le début avec mon avocat. Monsieur Renoir conteste, c'est pas une apologie. Bien. Et c'était évident. Le juge de première instance, le procès se passait à Limoges, donc à quelques dizaines de kilomètres d'Oradour. Le juge avait la trouille. Casasus Buillet. Il m'a condamné. En appel, j'ai été condamné. Ils ont doublé les peines. C'est arrivé à 6 mois de prison ferme. Bon. Et en cassation, 3 lignes. 3 lignes pour dire, mais non, Renoir, bon, ce qu'il écrit, c'est peut-être odieux, mais c'est une contestation, c'est pas une apologie. 3 lignes, pas plus. Pourquoi? Parce qu'en cassation, c'était à Paris, il n'y a pas de public, etc. Donc ça y est. Mais tant que les juges étaient sous le feu de la rampe, ils ne pouvaient que condamner. Et c'est pour ça que la répression va de plus en plus
est de plus en plus féroce. Ils le prennent pour une apologie aussi du régime national-socialiste. Exactement, de toute façon, maintenant, tout se mélange. Vous savez, quand vous arrivez, moi je vois, quand j'arrive devant un tribunal, là c'est marqué monstre, monstre nazi. Voilà. Donc, j'apparais comme un monstre. Et encore une fois, vous n'avez pas le droit des droits humains. Vous êtes un monstre qu'il faut neutraliser. Depuis Nuremberg. C'est tout. Voilà. Parce que c'est un gars qui sait ce que ça a donné, qui connaît les leçons de l'histoire, mais il est tellement pervers, parce qu'il est antisémite, parce qu'il est psychorigide, parce que ce que vous voulez, qu'il veut recommencer. Mais il n'y a aucune excuse pour un gars comme ça. Aucune excuse. Alors que donc, vous voulez juste affirmer ce que vous pensez. Bien sûr, mais il faut se mettre à la place des autres qui ne vous lisent pas, qui ne vous regardent pas, parce que c'est ça souvent les juges. J'ai souvent été étonné par leur ignorance. Leur ignorance de dire, mais enfin, quand vous dites ça, par exemple, le juge de l'instruction qui instruit mon affaire m'a posé une question lors de notre dernier entretien. Il a dit, mais comment vous avez pu vivre pendant une dizaine d'années en clandestinité en Angleterre? Mais je lui ai dit, mais monsieur le juge, j'étais pas clandestin. J'étais inscrit sur les registres. J'avais mon auto-entreprise et je payais des impôts. J'étais pas du tout clandestin. Mais non, aucune information. Et j'ai remarqué même des fois les juges au tribunal, ils vous sortent des choses, vous dites, mais on en reste abasourdi. On dit, mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. Alors, mais non, parce qu'ils ont lu que des extraits, ce qu'on leur a donné, etc. C'est pour ça que vous savez, au bout d'un moment, faire comme le Christ face à Pilate, garder le silence. J'étais en train de me dire, c'est un peu du Ponce Pilate. Voilà, garder le silence, il n'y a rien à faire. Un peu contraint de condamner. Tant pis. Vous êtes condamné, vous êtes condamné. Oh, ça fait votre publicité. Vous savez, moi, j'ai jamais été aussi connu que depuis qu'ils m'ont tapé dessus. Hein. S'ils m'avaient pas tapé dessus, pendant une quinzaine d'années, je suis resté un anonyme. J'étais dans l'ombre de Robert Faurisson, je faisais mon petit travail à moi. Il y a eu un petit pic lors de la publication de mon premier livre sur Oradour en 97. Mais enfin, bon, c'était tout. Et puis, c'est depuis que je suis revenu d'Écosse que je n'arrête pas, que je suis sollicité de partout. Donc, la répression, finalement, c'est ce que j'ai dit souvent. Dans la vie d'un militant, il y a l'expression, la diffusion de ce qu'on estime être la vérité. Ça, c'est la première partie. Et le deuxième volet, c'est la répression. Tenir face à la répression de façon à témoigner de la vérité dans la répression. Donc la répression fait partie de la vie de certains. Ouais, c'est un beau discours. Alors il nous reste deux petits sujets. Bon, Israël-Palestine, vous en avez un peu parlé. Va-t-on y revenir? Non. Sinon, le délit d'entrave à l'euthanasie, peut-être, comme on a parlé pas mal d'avortements. On voit très bien que Macron... Ça va un peu ensemble Macron avec la fait beaucoup dans le sociétal. Ils ont aggravé la question de l'avortement déjà en augmentant les délais pour pouvoir avorter. Ils l'ont gravé dans le marbre, alors que c'est une boucherie, un avortement. Parce que c'est horrible. Et ça a été voté à la quasi-unanimité. Il y a eu très très peu de votes contre de tous les partis. Ça en dit long. Vous voyez le degré quand même de barbarie de notre société, de la culture de mort, à quel point elle est ancrée. Et par ailleurs, là maintenant, après, sans être pris au bébé à naître, on s'en prend à l'autre bout de la vie, donc aux vieillards, même s'il n'y aura pas que les vieillards qui seront euthanasiés, hein. Mais on va surtout commencer par eux au départ, et donc non seulement ils vont faire l'euthanasie, mais ils veulent créer, alors c'est interrompu par la dissolution de l'Assemblée, donc ça va gagner quelques mois, ça va peut-être être repris probablement quelques mois, mais ils avaient prévu de créer un délit d'entrave à l'euthanasie. Comme il y a un délit d'entrave à l'IVG, et comme il y a un délit de contestation, c'est le même principe, hein, de la Shoah, etc. Et donc, ça va loin, parce que par exemple, quelqu'un une personne âgée qui serait dépressive, qui aurait envie d'en finir, etc. Et si quelqu'un de son entourage lui dit non, ne fais pas ça, la vie est quand même belle, etc. Essayer de l'encourager à ne pas refaire cela, on peut être poursuivi. Hein. C'était jusqu'à un an de prison ferme, je crois, et 30 000 € d'amende, c'est de la folie pure. Donc qu'on ne dise pas, et donc ça pouvait être pour l'entourage comme pour les médecins. Donc qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas une volonté d'encourager à cela. C'est hallucinant de créer un délit d'entrave à cela. C'est fou. Bon, donc on voit très bien qu'il y a une volonté mortifère qui est évidente. Et tous les pays qui ont légiféré, que soit la Belgique, les Pays-Bas, le Québec, ça explose d'année en année. Parce qu'à partir du moment où vous créez ce qu'ils appellent un nouveau droit, ça change la donne, si vous voulez. Puis il est évident qu'en plus, aujourd'hui, dans les mouroirs que sont les EHPAD, etc., si les enfants ne vont pas voir leurs parents, leurs grands-parents, c'est si déprimant qu'on y penserait. Voilà, alors si on a cette possibilité-là qui est offerte, il est évident que ça
nature à bouleverser la mentalité. Puis un interdit moral, à partir du moment où il est levé, ça a des conséquences non négligeables, hein, c'est évident. Donc on voit très bien ce qu'il est vu, et bon, on sait très bien aussi que c'est une revendication très ancienne de la maçonnerie, mais c'est aussi, il y a aussi des raisons économiques à cela. C'est un moyen radical de résoudre le problème des retraites aussi. Je rappelle que les fins de vie coûtent extrêmement cher à la société. Il y a aussi cette logique-là. Il y a aussi une logique matérialiste, le refus de la mort. Italienne. Et puis une dimension aussi, évidemment, satanique. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui la retire. Et on veut lui retirer cela, en quelque sorte, si on le pouvait. Voilà. On choisit soi-même sa mort, etc. Donc ça va tout à fait dans une modernité athée, hein, finalement. Voilà. Et de toute façon, l'immense majorité des gens sont pour. Puisqu'à partir du moment où il y a une déchristianisation massive, il n'y a plus le même rapport au vieillissement, à l'acceptation de la souffrance, à la rédemption par la souffrance, aux fins dernières. Et puis aussi, il faut reconnaître qu'il y a un refroidissement de la charité aujourd'hui. On voit très bien que, les gens qui sont des EHPAD et tout ça, leurs enfants, au départ, ils y vont une fois par semaine, après ils y vont une fois par mois, puis après une fois par an, puis après ils y vont plus. Souvent c'est ça, je dis pas qu'il n'y a pas d'exception, mais souvent c'est quand même ça. Bon, et donc il y a ça aussi qui joue. Si l'autre fois vous crédiez vos parents chez vous, je sais pas que c'est toujours facile, hein, d'ailleurs. Bon, aujourd'hui c'est pas toujours possible non plus parce qu'il y a une exiguïté de beaucoup de logements, etc. Les conditions de vie ont changé. Bon, il ne s'agit pas de porter le jugement moral sur telle ou telle situation. Mais il est évident que, il y a quand même, il y avait des formes de dévouement, si vous voulez, autrefois, qui semblent aujourd'hui, parce qu'on est une société consumériste, individualiste, égoïste, et qui nous atteint tous à un certain degré, c'est évident. Et donc ça a des conséquences évidemment négligeables. Là, évidemment, il y a une volonté de précipiter les choses, d'aggraver les choses. Et ça n'est pas rien de toucher à la vie. Les conséquences sont extrêmement lourdes. En quelques années, quand même, il faut avoir conscience qu'on a eu le pacte, c'est le mariage homosexuel, c'était pas rien. Que deux hommes puissent se marier ensemble, ou deux femmes, tout ça, c'est inouï, si vous voulez. Bon. On a maintenant la transsexualité, ce qui est encore plus inouï, si vous voulez. Hein. Et que les mutilations que ça implique, les changements chirurgicaux sont d'ailleurs très dangereux, tout ça, etc. D'ailleurs, souvent, ça mène des suicides après, en masse et tout ça. Et là, maintenant, on va voir l'euthanasie. Bon, il y avait l'avortement déjà avant. En quelques décennies, la société a changé d'une manière radicale, alors que pendant des siècles, ça n'était pas le cas. Et alors que Macron parle de natalité à relancer aussi. Oui, c'est une hypocrisie totale, une contradiction totale. Mais ça, c'est des conséquences de la perte de la foi. La perte de la foi et de la morale qui va avec, c'est évident ça. À partir du moment où on considère que tout se joue sur Terre, qu'il n'y a rien avant, rien après, il est certain que l'athéisme de masse a des conséquences considérables. C'est mortifère. Qu'on ne mesure pas forcément immédiatement, mais qui sont tant que l'athéisme est marginal sur une société, etc., ça n'a pas vraiment de conséquences. À partir du moment où il devient massif, et que même ceux qui disent catholiques, souvent n'y croient pas vraiment, ou une fois très tiède et tout ça, il est évident que ça change complètement la donne. Hein, c'est évident. Or, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est presque un dogme, l'athéisme, quoi. C'est mal vu de croire en Dieu dans notre société. Surtout si on essaie d'être en cohérence avec les convictions religieuses morales. Et que ça implique des pensées quotidiennes. Voilà. Donc on vit cela. Donc oui, il ne faut pas compter sur aucun parti politique aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que c'est Emmanuel Todd, sociologue, qui disait que la décomposition sociologique du catholicisme dans l'Occident avait conduit justement à ce qu'il n'y ait plus vraiment de droite en quelque sorte, au sens où je veux dire de droit, au sens où la droite c'est traditionnellement le droit naturel, la défense de la famille, de la morale, de la religion, de la nation. Et il est évident que aujourd'hui on voit très bien, regardez même Ciotti, les LGBT, Marine Le Pen, les LGBT, ils sont pour l'avortement à fond, etc. Voilà, il n'y a plus de droite en France, au sens de la droite traditionnelle, et ça tient essentiellement à l'effondrement des convictions religieuses. Ça me paraît une évidence aveuglante. Et ça, Todd l'explique très bien que lui soit juif. Hein. Les gens ne font plus d'enfants et tout ça. Aussi, et puis alors, en plus, tout nous pousse à ça, quoi, pour des raisons écologiques ou pseudo-écologiques ou autres. Ou pseudo-économiques ou autres.
Très bien, oui, voilà pour notre tour. Peut-être me recommander l'abonnement Rivarol. Oui, donc vous pouvez sur rivarol.com trouver tous les prix d'abonnement, toutes les possibilités, donc n'hésitez pas à y aller, sur rivarol.com. Et puis là, cette fois-ci, on a un petit peu tradé pour des raisons diverses, exceptionnelles entre deux vidéos, mais là, en principe, dans un mois, à l'issue du second tour des élections législatives, autour de la mi-juillet, on se retrouvera pour faire un peu le bilan, qui a gagné, s'il y a un vainqueur, comment ça s'est passé. On essaiera de faire le bilan et d'analyser tout cela avant les vacances estivales, voilà. Si Dieu nous prête vie. Voilà, d'ici là, bon courage. Et si Dieu nous prête liberté, parce que dans cette société, c'est de plus en plus difficile. Mais là, bon. En tout cas, bon courage à tous et haut les cœurs. À très bientôt. Merci à tous, chers amis. À très bientôt.